Pendant le déjeuner, ma belle-mère a jeté les papiers du divorce sur la table et a exigé que je les signe. J'ai accepté immédiatement et, me tournant vers mon mari, j'ai dit, à partir de demain, je retire tout mon capital investi dans l'entreprise familiale. Cela a été annoncé lors du déjeuner familial organisé en mémoire du grand-père de mon mari, en présence de tout le clan élargi. Ma belle-mère a soudain jeté une demande de divorce sur la table. Elle a déclaré à voix haute qu'il n'y avait pas de place dans cette famille pour un arbre flétri et stérile et a promis de me jeter une misère de 50 000 € en compensation pour mes meilleures années perdues. Les proches autour de nous arboraient des sourires malveillants, espérant que j'éclaterais en sanglots et que je commencerais à supplier, mais ils se trompaient terriblement. Calmement, j'ai pris un stylo et j'ai fermement signé le document, la tête haute. J'ai regardé directement le visage de mon mari infidèle et, avec un sourire froid, j'ai déclaré, à partir de demain matin, je retire officiellement mes 4 millions d'euros investis dans le capital action de votre entreprise. Préparez l'argent. Un dimanche après-midi, le soleil brûlant du début de l'été entrait par les fenêtres d'un vieil appartement au haut plafond dans une rue calme du quartier de Salamanca, au cœur de Madrid. Ce jour-là était le déjeuner commémoratif du grand-père de mon mari Javier, et c'était la raison pour laquelle tout son clan élargi s'était réuni. Dès l'aube, j'avais travaillé seul, sans même redresser le dos, dans la petite cuisine exiguë, en sueur, à préparer de la nourriture pour 6 grandes tables. Il y avait du jambon ibérique, du fromage manchego, des croquettes croustillantes, une omelette espagnole, une paella et un grand agneau rôti. Pendant ce temps, Javier, mon mari, était assis en tailleur dans le salon, sirotant du vin Rioja et se vantant avec un air d'importance de ses grands projets de construction de son entreprise. À exactement 14 heures, les tables étaient dressées. Le parfum des fleurs se mêlait aux arômes de la nourriture, créant une atmosphère imprégnée des traditions d'une famille espagnole. Tout le monde a commencé à s'asseoir. L'oncle Nicolas, le frère aîné de mon père, était assis en bout de table. À côté de lui se trouvaient la tante Isabelle et d'autres parents âgés. Silencieusement, j'ai enlevé mon tablier taché de graisse. J'étais sur le point de m'asseoir à la table des femmes et des enfants dans un coin de la pièce. Mais avant que je puisse prendre une assiette, la conversation bruyante a été brusquement interrompue par un bruit sec. Carmen, ma belle-mère, a claqué sa fourchette sur la table. Son visage s'est durci et son regard perçant s'est fixé directement sur moi. Elle a plongé la main dans son sac de créateur, en a sorti une feuille de papier craquante et l'a jetée sur la surface vitrée grinçante juste devant moi. D'une voix glaciale, en articulant chaque mot devant plusieurs dizaines de personnes, elle a dit « Ce sont les papiers du divorce. J'ai déjà demandé à l'avocat de les rédiger. Signe-les. Cette famille ne peut pas abriter un arbre flétri que nous avons nourri pendant tant d'années et qui n'a pas pu donner à Javier un héritier, un continuateur de la lignée Garcia. Tu coupes la lignée de la famille Garcia. Comprends-tu quel grand péché c'est de manger à cette table ? » Un silence de mort est tombé, mon souffle s'est coupé. Un nœud amer s'est formé dans ma gorge. 5 années de mariage. J'avais passé ma jeunesse, tout mon argent et les contacts de ma famille pour promouvoir Javier d'un simple architecte technique au poste de directeur d'une entreprise de construction. Quant aux enfants, le problème venait précisément de Javier, de sa santé, mais pour préserver sa dignité masculine, pendant des années j'avais silencieusement enduré l'étiquette de stérile et maintenant ils utilisaient précisément cette raison pour me renvoyer. Voyant mon silence, Carmen a souri avec mépris. Ne t'inquiète pas, nous ne te laisserons pas à la rue les mains vides. Javier, conscient de son devoir conjugal, te transférera 50 000 €. C'est, pour ainsi dire, une compensation pour ta jeunesse. Prends cet argent et commence une nouvelle vie, mais ne t'accroche plus à nous, ma fille. Immédiatement, des murmures ont commencé autour d'elle. La tante Isabelle, la sœur de Carmen, a pincé les lèvres et ajouté « C'est vrai, la nièce de Javier, il est maintenant directeur d'une grande entreprise. » De jeunes et jolies filles lui courent après en masse. Si tu ne peux pas avoir d'enfant toi-même, tu dois connaître ta place et laisser ton mari partir, au moins garder un brin de respect de soi. L'oncle Nicolas a toussé, a caressé sa barbe grise et a lentement prononcé sa sentence, comme un juge. Le devoir principal d'une femme dans le mariage, son obligation sacrée, est d'enfanter. Sophia n'a pas rempli son devoir envers la lignée familiale. Si ma belle-sœur a pris cette décision, c'est pour le bien des racines de notre famille. Tu devrais signer pour que tout se passe en douceur. J'ai jeté un regard oblique à Javier. Mon mari, avec qui j'avais partagé le lit, a baissé la tête,
faisant semblant d'émietter du pain dans son assiette et évitant mon regard à tout prix. Il était si lâche qu'il n'osait pas dire un mot pour défendre sa femme, tandis que sa mère et ses proches se liguaient contre elle. Moi, piétinant ma dignité. Tous mes sacrifices et ma patience au fil de ces années se sont transformés en cendres en un instant. Mon cœur, déjà marqué par la récente froideur de Ravière, s'est maintenant complètement gelé. La flamme de la colère a commencé à brûler en moi, mais je me suis dit que je devais garder la tête froide face aux attentes de Carmen et des proches qui espéraient des larmes, des supplications ou de l'hystérie. J'étais absolument calme. J'ai lissé les plis de ma robe, j'ai lentement ramassé les papiers du divorce et je les ai parcourus, point par point. La signature de Ravière était déjà en bas à droite. Il avait tout planifié et comploté avec sa mère à l'avance, attendant cette grande réunion pour me faire pression et me coincer. J'ai posé le papier sur la table. Les coins de mes lèvres se sont légèrement relevés dans un demi-sourire. « Maman, avez-vous un stylo ? Donnez-le-moi, s'il vous plaît. » Carmen a été perplexe un moment. Elle ne semblait pas s'attendre à ce que j'accepte si rapidement. Elle a fouillé. Elle a cherché précipitamment dans son sac. Elle a trouvé un stylo et me l'a tendu avec un triomphe à peine dissimulé dans les yeux. J'ai pris le stylo et, sans la moindre hésitation, j'ai tracé une ligne ferme. Ma signature claire et nette a mis fin à ce contrat amer de 5 ans de ma jeunesse. Après avoir signé, j'ai calmement glissé le papier vers Carmen. Félicitations, maman. À partir de cet instant, plus rien ne me lie à votre famille, et vous pouvez garder vos millions d'euros en compensation pour votre vieillesse. Je n'ose pas l'accepter car il y a des choses bien plus précieuses que je dois récupérer. Je me suis levé bien droite. Ma silhouette, bien que mince, rayonnait d'une force qui intimidait tout le monde à table. J'ai regardé directement dans les yeux de Ravière et, avec une clarté tranchante comme un rasoir, j'ai dit, « Ravière, écoute-moi bien. Puisque tu as décidé d'éliminer les sentiments, il doit aussi y avoir de la clarté dans les affaires. À partir de demain matin, je retire officiellement tout mon capital, totalisant 4 millions d'euros, y compris le capital initial et le capital d'exploitation que j'ai investi dans ton entreprise de construction. Prépare-toi à me rendre mon argent. » Mes paroles ont résonné comme une bombe. L'air dans la pièce s'est épaissi. Le tintement des fourchettes et le bruit des bouches qui mâchaient se sont arrêtés. L'oncle Nicolas est resté sans voix, un morceau d'agneau à mi-chemin de sa bouche. Ravière a laissé tomber sa fourchette, qui a heurté l'assiette avec un bruit métallique. Il a sauté comme un ressort. Son visage, rougi par le vin, est devenu instantanément pâle, vidé de son sang. Bégayant, il a crié, « Sophia, as-tu perdu la tête ? Ces 4 millions sont déjà investis dans l'entreprise. Les matériaux de construction ont été achetés. Les salaires des ouvriers ont été payés, c'est bloqué dans des projets inachevés. Comment peux-tu simplement les reprendre comme ça ? » Carmen a sauté et s'est placée devant son fils, les mains sur les hanches. Sa voix stridente a résonné dans tout l'appartement. « N'ose pas nous effrayer. La loi stipule clairement que les biens acquis pendant le mariage sont des biens communs. L'argent investi dans l'entreprise de Ravière est maintenant la propriété de l'entreprise de Ravière. Quel droit as-tu de le réclamer ? Tu quitteras cette maison avec ses papiers de divorce et rien d'autre. Compris ? J'ai regardé ce duo jouer leur comédie, défendant un tas d'argent qu'ils considéraient comme leur. Leur avidité et leur ignorance m'ont fait rire. Pensait-il vraiment qu'une femme issue d'une famille d'affaires comme la mienne pouvait être utilisée et jetée si facilement ? Elle a répondu avec une confiance absolue, prête pour l'étape suivante. Soigneusement, délibérément, je me suis calmement approché du canapé du salon et j'ai pris mon sac en cuir. Je l'ai ouvert. J'ai lentement sorti un dossier avec des documents soigneusement rangés dans une chemise rigide. Le bruissement des papiers a résonné clairement dans le silence tendu. Tous les yeux de la famille Garcia étaient fixés sur mes mains. Ce sont les contrats de mariage et l'accord notarié pour les contributions ou les parts dans le capital social de l'entreprise. J'ai jeté le dossier sur la table basse. Le bruit sourd de l'impact a résonné comme un marteau, brisant les espoirs de la mère et du fils. J'ai pointé du doigt Ravière. Ma voix était tranchante. Tu es le directeur. J'espère que tu n'as pas encore développé d'amnésie. Avant le mariage, ma famille a vendu un appartement sur la rue Serrano pour me donner 4 millions d'euros en capital personnel. Cet argent a été transféré sur mon compte personnel avant le jour de notre mariage.
La loi est très claire. C'est ma propriété privée, qui n'a rien à voir avec les biens matrimoniaux. Le visage de Javier s'est couvert de sueur. Il fixait le dossier. Ses lèvres tremblaient, incapable de prononcer un mot. J'ai porté un autre coup. Quant à l'entreprise de construction, quand ta première affaire a échoué et que tu te noyais dans les dettes, c'est moi qui ai injecté ces 4 millions pour sauver l'entreprise. Dans les statuts de la société, avec ta signature et le sceau de l'entreprise, il est clairement établi que je possède 70% des parts. Avec une telle participation, j'ai le droit de veto sur toute décision du Conseil des associés et le droit total de retirer mon capital à tout moment que je souhaite. Sans ton consentement. En entendant cela, Carmen a vacillé. Ses genoux ont tremblé et, faisant quelques pas en arrière, elle s'est agrippée au dossier d'une chaise pour éviter de tomber. La tante Isabelle, qui venait de me faire la leçon à voix haute, s'est maintenant recroquevillée dans un coin et a baissé la tête. J'ai balayé du regard la foule qui venait de m'empoisonner. Oncle Nicolas, vous souvenez-vous quand votre fils a eu un accident de voiture l'année dernière? Il a dû payer 10 000 € à la victime? Si ce n'était pas moi, il serait déjà en prison, tante. Et votre dette de 20 000 € auprès d'une agence de recouvrement plus tôt cette année, qui l'a payée pour qu'il ne brûle pas votre porte? Et vous, maman, dites que vous viviez d'elle. Les dépenses mensuelles du ménage, 2 000 €, les voyages dans les spas, l'argent pour les cadeaux pour toute la famille. Même cette table luxueuse sur laquelle vous êtes assis maintenant. Tout est sorti de ma propre poche. Ils ont utilisé mon argent, ils ont sucé mon sang pour créer une façade brillante, et puis ils se sont retournés et m'ont insulté. J'ai pris une profonde inspiration, sentant à quel point je me sentais légère. Je m'étais enfin libéré du fardeau de la soumission. J'ai jeté mon sac sur mon épaule et j'ai regardé une dernière fois directement le visage de Javier. Prépare-toi. Demain, j'irai avec mon avocat directement à ton bureau pour formaliser tous les documents. Je me suis retourné et je suis sorti par la massive porte en chêne, laissant derrière moi mon déjeuner à moitié mangé et les visages pâles et stupéfaits de tout le clan de mon mari. Le soleil de midi brûlait mon visage, mais dans mon âme se répandait un sentiment extraordinaire de liberté et de fraîcheur. J'ai quitté la rue étouffante du quartier de Salamanca et j'ai rejoint la circulation dense des rues de Madrid. Ma destination était un penthouse de luxe dans l'une des 4 tours. J'avais acheté cet appartement avec mes économies bien avant de me marier. C'était mon véritable refuge, dont je n'avais jamais parlé à la famille de mon mari pour éviter leur regard envieux. En entrant dans le garage souterrain, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. J'ai vu le SUV noir familier de Javier freiner brusquement derrière moi. Il m'avait suivi tout le long du chemin. J'ai coupé le moteur et je suis calmement sorti de la voiture. Javier a couru vers moi. Son apparence impeccable de directeur avait été remplacée par un aspect négligé. Sa chemise était trempée de sueur. Sofia, attends, laisse-moi tout expliquer. Javier a tendu la main pour m'attraper, mais je me suis écarté. Le regardant avec dégoût, elle a baissé la voix. Son visage avait une expression suppliante. Ce qui s'est passé à la maison, c'est que maman a perdu son sang-froid. Il a dit des bêtises sous le coup de la colère. Je ne veux pas divorcer de toi dans 1000 ans. Tu es mon sauveur, ma meilleure épouse. Rentrons à la maison et parlons. Ne retire pas le capital. L'entreprise va s'effondrer immédiatement. J'ai croisé les bras. Ma voix était égale. La procédure est signée. C'est fini. Il n'y a plus rien à dire entre nous, sauf pour régler nos dettes. Compte. Voyant que jouer avec les sentiments ne fonctionnait pas, l'expression de Javier a changé instantanément, il a mis la main dans sa mallette, en a sorti notre livret de famille et l'acte de propriété de l'appartement où nous vivions. Sa voix est devenue dure. Ne me force pas à prendre des mesures extrêmes. Si tu retires délibérément le capital et que tu me coinces, je demanderai au juge de diviser cet appartement. Nous avons vécu ensemble pendant de nombreuses années. L'argent a été mélangé. Tu ne t'en sortiras pas si facilement. J'ai ri bruyamment, un rire amer devant l'audace de l'homme, tu vois? J'ai appelé mon mari. Je me suis retourné et j'ai appelé l'ascenseur et je suis monté sans prêter attention au fait qu'il me suivait. En entrant dans mon appartement, je suis allé directement au coffre-fort encastré dans le mur, j'ai entré le code, j'ai sorti un épais dossier de documents et je l'ai jeté avec force sur la table en verre devant Javier.
Penses-tu que je ne suis pas au courant des affaires louches que tu faisais dans mon dos? Ouvre les yeux et regarde. Ravière a pris le dossier. Ses mains tremblaient tandis qu'il regardait les rapports financiers internes, les extraits des mouvements réels de fonds qu'il avait délibérément cachés pendant les 2 dernières années. La vérité était étalée sur le papier. Son entreprise de construction subissait des pertes constantes. Les associés se plaignaient des retards et de la mauvaise qualité des travaux. J'ai pointé mon doigt sur lui de manière menaçante. Tu as utilisé mon capital pour couvrir les pertes causées par ta terrible gestion. Tout cela pour maintenir la fausse image d'un homme d'affaires prospère. Mais ce n'est pas tout. Tu as effrontément détourné 300 000 € de l'entreprise et tu les as utilisés pour acheter un appartement de luxe dans le quartier de Viso, en le mettant au nom de ta mère. Tu as pris l'argent gagné avec ma sueur et mon sang pour remplir ton devoir filial. Te considères-tu comme un homme après cela? Ravière a laissé tomber l'acte de propriété. Il s'est effondré sur le canapé. Ses yeux étaient vides. Ils n'osaient pas me regarder. Tous leurs plus sales secrets avaient été impitoyablement révélés. J'ai montré la porte du doigt et j'ai sifflé entre mes dents. Sors de chez moi immédiatement. Demain, à exactement 9 h, je serai au bureau. Prépare les documents. Le lundi matin, une première averse d'été est tombée sur Madrid, chassant la chaleur étouffante de la veille. J'ai enfilé un strict tailleur gris. J'ai mis un léger maquillage et je me suis calmement assise à mon bureau dans les locaux de ma propre entreprise d'exportation sur le Paseo de la Castellana. Toutes les préparations pour la bataille juridique finale avaient été achevées pendant la finale. Non. À exactement 8h30, mon assistante essoufflée est entrée et m'a informé que certains proches étaient arrivés. Avant qu'il puisse hocher la tête, la porte du bureau s'est ouverte brusquement. Carmen a fait irruption. Elle portait un tailleur en velours rouge et une lourde chaîne en or autour du cou. Derrière elle venait un homme d'une 40aine d'années en costume noir portant une mallette brillante. Son visage arrogant était typique de ceux qui aiment intimider les faibles avec la loi. Carmen a relevé le menton et a regardé le bureau avec dédain. Waouh, quel taudis, et elle se dit directrice. Penses-tu qu'en quittant mon Ravière tu vas devenir une reine? J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai posé les mains sur la table et j'ai lancé un regard froid à mon ex-belle-mère. Qu'est-ce qui l'amène? Si c'est une affaire personnelle, je n'ai pas le temps. L'homme qui l'accompagnait a fait un pas en avant, a toussé et a sorti de sa mallette une feuille de papier avec le sceau d'un cabinet d'avocat. Il a dit d'un ton arrogant, « Bonjour, Doña Sofia. Je suis l'avocat représentant les intérêts de Monsieur Ravière Garcia et de l'entreprise de construction Progresa Construction SL. Je suis ici aujourd'hui pour vous remettre cette notification officielle. » Il a posé le papier sur mon bureau. Son ton était ouvertement menaçant. Selon la législation en vigueur, votre retrait soudain d'une somme importante de 4 millions d'euros perturbera la trésorerie, paralysera la production et causera un préjudice grave à l'entreprise et à ses associés. Oui, j'insiste sur ce retrait de fonds. Mon client vous poursuivra en justice civile pour rupture de contrat et préjudice intentionnel à l'activité commerciale. Dans ce cas, non seulement vous ne récupérerez pas votre argent, mais vous serez obligé de payer des dommages et intérêts de plusieurs millions d'euros. En entendant les paroles de l'avocat, Carmen a ri triomphalement. Elle s'est approchée de mon bureau et a applaudi. Tu as entendu ça? Tu pensais que parce que tu étais divorcé tu pouvais t'en tirer en enfreignant la loi. Les femmes ont une perspective très limitée, alors tu ferais mieux de te comporter correctement. Signe un engagement docile et simple de ne pas retirer le capital zéro, puis rentre à la maison et supplie mon fils et moi à genoux pour ton pardon. Peut-être, par pitié, je te laisserai retourner auprès de Ravière comme seconde épouse. Sinon, attends-toi à tout. Tu te retrouveras sans rien. Leur trop grande confiance et leur audace m'ont fait rire. Ils m'avaient sérieusement sous-estimé. Je me suis lentement levé et j'ai appuyé sur un bouton du téléphone de bureau Cando, appelant le service juridique de mon entreprise. 5 minutes plus tard, mon avocat principal, Marcos, est entré dans le bureau avec un dossier de documents prêt. J'ai regardé avec pitié Carmen et son soi-disant avocat. Maman a amené son avocat au mauvais endroit. Il semble que son avocat n'ait pas pris la peine de lire attentivement les statuts de l'entreprise et les articles de constitution avant de faire de telles déclarations grandioses. Pense-t-elle que j'ai construit cette entreprise sur ma propre stupidité? Le jeu ne fait que commencer, et ce ne sera certainement pas moi qui finirai au tribunal. Nous verrons qui sortira vainqueur.
L'atmosphère dans mon bureau sur le Paseo de la Castellana est devenue instantanément tendue. Marcos, mon principal conseiller juridique, a fait un pas en avant. C'était un avocat commercial expérimenté, toujours calme, mais avec un esprit tranchant comme un rasoir. Il a posé un épais dossier de documents sur la table, a jeté un coup d'œil à l'avocat arrogant de mon mari et son regard s'est attardé sur Carmen. Marcos a parlé d'une voix claire et mesurée. Bonjour, collègue. Vous venez de citer la loi pour intimider ma cliente, mais il semble que vous ayez oublié de lire attentivement les statuts d'une société à responsabilité limitée à 2 associés, dans laquelle ma cliente détient la participation majoritaire. Dans les articles de Constitution numéro 92, signés il y a 5 ans, la clause 4 stipule clairement que Madame Sofia, en tant qu'associée fondatrice détenant 70% du capital social, a le droit d'exiger que l'entreprise rachète sa participation ou de retirer directement son capital si une mauvaise gestion financière par l'unique directeur est détectée. Ce retrait de capital ne nécessite pas le consentement de l'Assemblée des associés. La preuve de fraude est confirmée. En entendant cela, l'expression de l'avocat de mon mari a changé. Il a ouvert précipitamment sa mallette et a commencé à chercher frénétiquement des documents pour contester. Carmen, voyant cela, lui a donné un coup de coude et a crié d'une voix stridente, essayant de se défendre. Quelle malversation? Mon petit Javier dirige l'entreprise honnêtement et en toute transparence. L'entreprise soumet tous ses comptes aux autorités fiscales chaque année. N'ose pas calomnier mon fils. J'ai souri ironiquement et j'ai ouvert moi-même le dossier apporté par Marcos. J'en ai sorti 3 feuilles avec des tampons rouges et je les ai glissées à Carmen. Regardez-les attentivement. Maman, voici le relevé des transactions du 2e compte caché de l'entreprise, celui dont Javier ne t'a pas parlé. Il n'a pas seulement détourné 300 000 € pour t'acheter l'appartement, mais il a aussi secrètement contracté un prêt de 500 000 € auprès d'organisations criminelles à des taux d'intérêt usuraires pour couvrir un déficit dans un projet, un déficit créé parce qu'il avait lui-même lésiné sur les matériaux. J'ai sorti une autre pile de bons de livraison et je l'ai abattu sur la table. Et voici les preuves que Javier a ordonné au comptable en chef d'émettre de fausses factures et de transférer illégalement de l'argent vers des comptes personnels afin d'échapper aux impôts. Il me suffit d'envoyer ces documents à l'unité des crimes économiques et fiscaux, et ton fils perdra non seulement son poste de directeur, mais risque une véritable peine de prison. Voulez-vous que je le fasse tout de suite, maman? Carmen a fixé les chiffres rouges sur les papiers. Ses mains chargées d'or ont tremblé. Elle a ouvert la bouche, mais n'a pas pu prononcer un mot. Son visage est passé du rouge au blanc mort. L'avocat qui l'accompagnait transpirait abondamment. Il a rapidement rassemblé ses papiers dans sa mallette. Je m'excuse, Doña Sofia. Je n'ai été engagé que pour remettre une convocation. J'ignorais complètement ces nuances juridiques de Monsieur Garcia. Avec votre permission, je me retire immédiatement de cette affaire. Il s'est incliné et s'est précipité vers la porte, laissant Carmen debout là, pétrifiée. Au milieu du bureau, j'ai regardé mon ancienne belle-mère d'une voix froide et ferme. Retourne et dis à ton fils de se préparer. À exactement 10 heures, je serai à votre bureau dans la zone ACK pour exercer mon droit de retrait de capital. L'audace de votre famille s'arrête ici. Exactement à 10 heures, la voiture de société de mon entreprise s'est arrêtée devant l'immeuble de bureau où se trouvait l'entreprise de construction de Javier, dans une rue animée de la zone ACK. Je suis sorti de la voiture accompagné de l'avocat Marcos et de 2 représentants d'une étude notariale. Aujourd'hui, je n'étais plus l'épouse soumise dans l'ombre de son mari. Je suis venu ici en tant que véritable propriétaire de cette entreprise. Dès que j'ai franchi les portes automatiques en verre, l'atmosphère bruyante du bureau est devenue silencieuse. Des dizaines de regards d'employés se sont fixés sur moi. Ils me connaissaient tous comme la femme du directeur, mais mon attitude déterminée et mon entourage d'hommes en costume sombre leur ont tous fait sentir que quelque chose n'allait pas. D'accord. Elena, la comptable en chef de l'entreprise et complice loyale de Javier dans ses combines comptables, s'est précipitée hors du service financier et m'a bloqué le passage. Elle a forcé un sourire. Oh, Madame Sofia, le directeur, Monsieur Javier, est actuellement en réunion importante avec des clients et a demandé à ne pas être dérangé. Veuillez aller dans la salle d'attente. Je vais vous faire un café. J'ai repoussé sa main, et ma voix autoritaire a résonné dans le hall. Elena, tu travailles ici depuis 500 ans, et tu sais parfaitement qui paie ton salaire. En fait, je ne suis pas venu ici pour un café.
Écarte-toi. À ce moment-là, 2 agents de sécurité se sont approchés, dans l'intention de m'arrêter. L'avocat, Marcos, a immédiatement montré sa pièce d'identité et la procuration. Nous représentons les intérêts de l'associé qui possède 70% du capital social, et nous sommes venus pour remplir nos obligations légales. Quiconque entravera l'exercice de nos droits légaux sera consigné au procès-verbal et en subira les conséquences selon la loi. Les gardes se sont figés et ont reculé. Elena a pâli et n'a pas osé dire un mot. J'ai marché fièrement dans le couloir directement vers la grande salle de conférence au fond. Sans frapper, j'ai poussé la porte en chaîne et je suis entré. Javier était assis en bout de table face à plusieurs soi-disant associés. En voyant mon apparition soudaine avec l'équipe juridique, Javier a sauté et a frappé du poing sur la table. « Qu'est-ce que tu mets en scène ici ? C'est mon lieu de travail, mon entreprise. Qui t'a donné la permission d'amener des étrangers et de saboter une réunion ? » J'ai fait signe à Marcos et au notaire de s'asseoir dans les chaises vides. Puis j'ai regardé directement dans les yeux de Javier et j'ai répondu lentement, « Ton entreprise. As-tu oublié qui a payé le loyer de ce bureau ? Qui a acheté un ordinateur ? Qui a payé les salaires de chaque ouvrier sur tes chantiers de construction ? Je suis venu ici pour annoncer officiellement le retrait des 4 millions d'euros de capital d'investissement conformément à l'acte de constitution. Ta réunion est terminée. Mon apparition frappante dans la salle de conférence a rapidement attiré l'attention de tous les employés de l'entreprise, ingénieurs, personnel de bureau, concepteurs, tous se sont agglutinés autour de la porte en verre, regardant curieusement ce qui se passait. En voyant cela, l'ego masculin de Javier a enflé, les veines de son cou ont sailli, et il a commencé à crier, essayant de sauver la face devant ses associés et ses subordonnés. Sofia, ne dépasse pas les bornes. Les disputes familiales se règlent à la maison. As-tu décidé de monter un cirque pour le public ? Mes 4 millions sont maintenant investis dans des contrats de fourniture de matériaux. Où vais-je trouver l'argent liquide pour te rembourser tout de suite ? Veux-tu couler cette entreprise ? Prendre le pain de plusieurs dizaines de personnes. En disant cela, Javier a pointé la porte en verre, essayant d'utiliser la pression des employés pour me faire reculer. Il voulait se présenter comme un leader soucieux, protégeant son peuple de la cruauté d'une épouse avide. Mais il s'est trompé dans ses calculs, je me suis tourné vers la porte grande ouverte et j'ai parlé fort, afin que tout le monde dans le couloir puisse entendre chaque mot. J'ai dit, « Chers employés, veuillez entrer ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer le vrai visage de l'homme que vous appelez le directeur. » Les employés, après un moment d'hésitation, se sont précipités dans la pièce. J'ai sorti une clé USB de mon sac et je l'ai insérée dans l'ordinateur portable connecté au grand écran de projection sur le mur. Après quelques clics, un résumé détaillé des mouvements de fond est apparu sur l'écran, clairement visible pour des dizaines de personnes. J'ai pris un pointeur laser et j'ai montré les chiffres mis en évidence en rouge. Regardez attentivement. Au cours des 3 derniers mois, l'entreprise a constamment retardé leur salaire sous prétexte que les clients ne transféraient pas l'argent et qu'il y avait des difficultés financières. Nos ingénieurs, travaillant sous un soleil brûlant et dans le froid, n'ont pas pu envoyer un seul centime à leur famille. Mais quelle est la vérité ? La vérité est qu'il y avait de l'argent. J'ai changé de diapositive. Un contrat d'achat immobilier et un ordre de virement bancaire sont apparus sur l'écran. La vérité est que leur bien-aimé directeur, dont Javier, a signé un ordre de transfert de 300 000 euros du fonds de réserve de l'entreprise vers son compte personnel pour acheter un appartement de luxe à El Viso et le mettre au nom de sa mère. L'argent gagné avec votre sueur et votre sang. Mon capital d'investissement. Il a tout utilisé pour créer sa brillante image et satisfaire sa vanité. Un murmure d'indignation s'est élevé dans la pièce. Les chuchotements se sont transformés en cris de colère. David, le contremaître du chantier, son visage buriné par le soleil et le vent, a pointé Javier avec colère. Alors c'était ça. Ma femme vient d'accoucher. Il était à l'hôpital. Je l'ai supplié de me donner une avance de 200 € sur mon salaire en retard. Et tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'argent dans l'entreprise. Comment peut-elle ne pas avoir honte de vivre comme ça ? Javier a reculé terrifié. La sueur coulait sur son visage. Il a cherché du regard de l'aide auprès d'Elena, la comptable, mais elle avait baissé la tête. Ses mains tremblaient, serrant un dossier de documents. La colère de la foule a complètement détruit les restes de sa fausse autorité.
Je me suis approché de la table et j'ai regardé directement le visage d'Elena. Elena, veux-tu assumer la responsabilité pénale avec ton directeur, ou vas-tu volontairement remettre tous les registres comptables réels pour vérification et la procédure de retrait de mon capital? Sous la pression de la loi et de l'indignation extrême de tout le personnel, la faible défense de Ravière s'est effondrée. Elena, la comptable en chef, craignant une punition avec le directeur, a docilement remis tout le système comptable réel, tous les documents de paiement authentiques et le sceau de l'entreprise sur la table. Sous le contrôle strict des 2 notaires, l'avocat Marcos a commencé à travailler rapidement et avec précision. Chaque aspect de l'investissement, chaque accord de contribution a été clarifié. Nous avons rédigé un document bloquant temporairement tous les comptes bancaires, sauf le montant nécessaire pour payer les salaires de base des employés. Toutes les procédures légales pour le retrait de mes 4 millions d'euros de capital principal et des avantages légaux correspondant à ma participation ont été signées et scellées sur place. Ravière était assis courbé dans un fauteuil en cuir. Ses yeux injectés de sang fixaient la pile de papier qui le dépouillait progressivement de tout son pouvoir, sa richesse et son argent. Lorsque toutes les formalités ont été achevées et que le représentant de la banque a confirmé que l'ordre de paiement était en cours de traitement, j'ai poussé un soupir de soulagement. La pierre qui oppressait mon âme depuis toutes ces années a enfin été enlevée. J'ai soigneusement rassemblé les documents dans ma mallette. Puis je me suis levé et je me suis tourné vers les dizaines d'employés qui restaient silencieux dans la pièce. Ils me regardaient avec un mélange de respect et d'inquiétude pour leur avenir. L'entreprise était au bord de la faillite, ce qui signifiait qu'ils se retrouveraient sans emploi. J'ai souri et ma voix est devenue plus douce et plus chaleureuse. Chers collègues, je sais que vous êtes tous compétents, travailleurs et dévoués à votre travail. Le fait que l'entreprise soit dans cette situation est entièrement et absolument la faute d'une direction faible et avide. Pas la vôtre. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti une pile de cartes de visite avec une gravure dorée, et je me suis approché personnellement d'eux pour en donner une à chacun. Voici la carte de visite de mon entreprise. Le mois prochain, je prévois d'étendre et d'ouvrir une division d'investissement immobilier. Ceux qui croient en leur capacité et veulent trouver un emploi dans une entreprise transparente avec un salaire décent, veuillez me contacter. Je promets de leur trouver des postes appropriés et de leur payer tous les salaires que Ravière leur doit. Un poisson ne peut vivre que dans une eau propre. Mes paroles ont été comme un rayon de lumière dans une pièce sombre. David, le responsable de chantier, a pris la carte à 2 mains. Ses yeux ont rougi. Merci, Reine Sophia, nous vous suivrons certainement. J'ai hoché la tête, disant au revoir à tout le monde, et je suis sorti de la salle de conférence étouffante, laissant derrière moi un homme désespéré et brisé. J'ai descendu le couloir rempli de soleil, traçant fièrement une nouvelle voie pour moi-même et pour ces personnes talentueuses qui avaient été exploitées pendant si longtemps. 3 jours après ce retrait historique de capital, j'ai reçu une notification de la banque sur mon compte personnel concernant le dépôt de 4 millions d'euros. J'ai commencé à restructurer les flux de trésorerie, préparant l'ouverture de ma nouvelle entreprise d'investissement. Ma vie revenait progressivement à la normale. Les nuits sans sommeil à cause des dettes de Ravière, qui tombaient comme de la neige sur ma tête, étaient terminées. Mais comme on dit, les malheurs ne viennent jamais seuls. Le vendredi soir, l'oncle Nicolas, l'aîné du clan de mon mari, m'a appelé. Sa voix au téléphone était profonde et moralisatrice, comme celle d'un vieux mentor. Il a dit que la famille organisait un petit dîner ce soir-là dans un élégant restaurant sur Grand Via et qu'il m'invitait. Elle a dit que la famille avait reconnu son erreur, que ma belle-mère et Ravière voulaient me présenter officiellement leurs excuses en présence des adultes, et espéraient réparer leur mariage. Bien que je comprenne parfaitement que c'était toute une performance maladroite, un piège émotionnel pour récupérer la source financière perdue, j'ai décidé de m'habiller élégamment, de mettre ma plus belle robe de soie émeraude et d'aller à ce dîner. J'étais curieuse de voir quel genre de spectacle ils montraient cette fois. Et plus important encore, il fallait dissiper leurs illusions une fois pour toutes. Quand je suis entré dans le salon privé du restaurant, la table était déjà somptueusement dressée. Il y avait tous les visages familiers de ce jour dans le vieil appartement de Salamanca. L'oncle Nicolas, la tante Isabelle et, bien sûr, Carmen avec Ravière. L'atmosphère était complètement différente de ce qu'elle avait été il y a quelques jours. En me voyant, Carmen s'est levée précipitamment et m'a apporté une chaise. Un sourire servile, incroyablement faux, jouait sur ses lèvres. « Sophia, tu es venue. Assieds-toi, ma fille. Aujourd'hui tu peux trouver tout ce que tu aimes. »
Laisse-moi te servir un steak de faux filet. Carmen s'est affairée à me servir de la nourriture et à jeter un regard oblique à Ravière, lui faisant signe. Ravière portait une chemise blanche. Son visage était visiblement émacié. Il a versé un verre de vin, l'a levé à deux mains vers moi et a parlé avec du regret dans la voix. Sofia, je sais que j'ai fait une erreur. Ces derniers jours l'entreprise est au bord de l'effondrement. Je n'ai pas dormi la nuit et j'ai réalisé que sans toi je ne suis rien. Pardonne à maman. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Retirons la demande de divorce. Tu remets l'argent à l'entreprise et je promets que je te remettrai toute la gestion. L'oncle Nicolas a toussé et a ajouté avec un air d'importance, quand les choses deviennent difficiles, tout le monde s'enfuit, nièce. Les époux doivent céder l'un pour l'autre. Pour une femme marquée par le divorce, la vie est dure. Écoute ton oncle, signe cet accord de ne pas retirer le capital, et puis nous rentrerons à la maison devant les images des saints, et tu demanderas pardon aux ancêtres, et tout ira bien. À peine l'oncle Nicolas avait-il fini que la tante Isabelle m'a glissé une feuille imprimée à un autre papier de coercition, mais cette fois enveloppé dans les atours des sentiments familiaux et d'une fausse générosité. J'ai regardé autour de la table, les visages essayant de me manipuler en utilisant les valeurs familiales et la pression des aînés. Ils ne s'excusaient pas pour le mal qu'ils m'avaient causé. Ils s'excusaient auprès de mon portefeuille. Je n'ai pas touché au vin, et je n'ai même pas regardé le papier sur la table. J'ai pris une serviette, j'ai élégamment tamponné les coins de mes lèvres, et mon regard est devenu glacial. Oncle, tante, maman, avez-vous fini votre comédie? Si vous m'avez invité ici juste pour écouter ce tas de bêtises, avec votre permission, je m'en vais. C'est dommage, un dîner si délicieux, mais je ne peux pas avaler cet amour faux. J'ai pris mon sac et j'ai souri froidement. Pensez-vous que ces 4 millions sont la seule bouée de sauvetage de Ravière? Excusez-moi, vous vous trompez. La vraie bombe qui détruira cette entreprise pourrie, je la ferai exploser demain. L'atmosphère dans le salon privé du luxueux restaurant de Grand-Via s'est instantanément figée après ma déclaration. Les faux sourires sur les lèvres de Carmen, l'air d'importance de l'oncle Nicolas et l'agitation de la tante Isabelle se sont tous pétrifiés en même temps. La table opulente, chargée de mets délicats, semblait maintenant déplacée et froide. Ravière a fixé son regard sur moi. Sa main, tenant le verre de vin rouge, a légèrement tremblé, et quelques gouttes sont tombées sur la nappe immaculée, se répandant comme des taches de sang. Ravière a sifflé entre ses dents, essayant de maintenir son sang-froid. « Sofia, que veux-tu dire? Vas-tu détruire complètement mon entreprise? Tu as déjà retiré 4 millions paralysant l'entreprise pendant des jours. Que prépares-tu d'autre? » Calmement, j'ai ouvert mon sac en cuir et j'ai lentement sorti un dossier à couverture rigide avec le logo de Gigante Immobiliario S.A. C'était l'un des plus grands promoteurs immobiliers d'Espagne, un partenaire qui représentait jusqu'à 60% des revenus annuels de l'entreprise de Ravière. Et plus important encore, le président de Gigante Immobiliario était un compagnon d'armes de mon père, avec qui il avait traversé les épreuves. C'était mon père qui avait personnellement emmené Ravière chez lui et, en s'inclinant, lui avait demandé de lui donner les premiers grands contrats qui sont devenus le tremplin pour le développement de son entreprise. J'ai posé fermement le dossier sur la table pivotante en verre et je l'ai tourné de sorte que la couverture soit face à Ravière. Lis-le toi-même. C'est un avis de résiliation pour la construction d'un complexe résidentiel à l'ouest de Madrid, avec la signature personnelle et le sceau du président du conseil d'administration de Gigante Immobiliario. Ravière s'est penché précipitamment et a pris le papier. Ses yeux ont rapidement parcouru les lignes et son visage est devenu blanc comme un linge. Carmen, assise à côté de lui, a aussi tendu le cou pour regarder. Bien qu'elle ne comprenne pas les termes économiques, de la réaction paniquée de son fils, elle a senti qu'une catastrophe se profilait. J'ai croisé les bras. Ma voix était tranchante et claire dans le silence de la pièce. La raison de la résiliation du contrat est indiquée avec une clarté absolue. Premièrement, Gigante Immobiliario a envoyé une équipe d'inspection sur le chantier. Ils ont découvert que votre entreprise utilisait de l'acier et du béton ne respectant pas les réglementations ni les spécifications initiales. Deuxièmement, les rapports financiers de votre entreprise ne sont pas transparents. Il y a des salaires impayés aux ouvriers et des indications d'évasion fiscale. Cela porte gravement atteinte à la réputation du promoteur. J'ai fait une pause et j'ai balayé du regard les proches pétrifiés. Oncle, tante, écoutez attentivement.
Ce titre d'homme d'affaires prospère dont beaucoup d'entre vous se vantaient en parlant de votre neveu est, en réalité, juste une coquille. La coquille vide, construite avec l'argent et les relations de ma famille, s'est habituée à vivre des revenus, à gérer les affaires négligemment et à voler des matériaux de construction pour remplir ses poches. Maintenant la vérité est sortie. Ma famille a officiellement rompu toutes les relations commerciales et retiré toutes les garanties de confiance dans l'entreprise de Ravière. L'oncle Nicolas a posé sa fourchette sur la table et a soupiré lourdement. Il s'est tourné vers Ravière avec un regard de profonde déception. Ravière, si tu gères les affaires de manière aussi irresponsable, qui va t'aider maintenant? Considère que tout ce que tu as construit au fil des années est parti à la poubelle. La tante Isabelle et les autres proches ont immédiatement changé de ton. Ils étaient des gens pragmatiques. Et en voyant que Ravière avait échoué et perdu un gros contrat, ils ont immédiatement compris que la mine d'or dont ils avaient tant bénéficié s'était tarie. La tante Isabelle a claqué de la langue. Sa voix est devenue tranchante. Qui l'aurait cru? Il semblait si sérieux. Il s'avère qu'il est un directeur, radin. Combien d'argent de Sophia a-t-elle dépensé pour couvrir cette extravagance? Eh bien, c'est le problème de Carmen, qu'elle s'en occupe. Je ne m'en mêle plus. La cruelle trahison de ses proches a finalement brisé Carmen et Ravière. La famille de mon mari a montré ses vraies couleurs. Ils étaient comme des girouettes, tournant à chaque vent. Je ne voulais pas rester une seconde de plus dans cet endroit imprégné de fausseté. J'ai tiré ma chaise, je me suis levé et j'ai regardé Ravière une dernière fois avec pitié. Vous pouvez terminer ce dîner en paix. J'ai déjà payé l'addition. Considérez cela comme le dîner d'adieu que j'organise pour la famille Garcia. Ravière, va régler tes dettes et les amendes pour rupture de contrat. La loi ne pardonne pas ceux qui font des affaires louches. Je me suis retourné et je me suis dirigé résolument vers la sortie du salon privé. Derrière moi, une dispute animée avait déjà commencé, le bruit de vaisselle cassée et les lamentations de Carmen. Je suis sorti dans le hall du restaurant, respirant l'air frais de la nuit. Les rues de Madrid. Je me sentais extraordinairement légère. Une semaine s'était écoulée depuis ce dîner d'adieu. L'entreprise de Ravière avait sombré dans une profonde crise. Officiellement, les petits associés, en apprenant le départ abrupt du géant de l'immobilier, ont commencé à exiger le remboursement de leurs dettes les uns après les autres. Ravière a été convoqué par diverses autorités, assiégé par les créanciers, et n'avait ni le temps ni l'énergie pour me déranger. De mon côté, j'ai utilisé ce temps pour accélérer les préparatifs du bureau de ma nouvelle entreprise d'investissement américaine sur la Castellana. Le mercredi matin, alors que je examinais le projet de design intérieur, mon téléphone portable a sonné. Belle-mère est apparue sur l'écran. J'ai froncé les sourcils. Sur le point de rejeter l'appel, mais en y réfléchissant, j'ai décidé de répondre et de voir quel autre tour elle avait dans son sac. Dès que j'ai mis le téléphone à mon oreille, j'ai entendu la respiration lourde et saccadée de Carmen et une toux dramatique. Sophia, c'est moi, maman. Je suis au lit. Je ne me suis pas levé depuis plusieurs jours, et Ravière, plongé dans les affaires de l'entreprise, ne peut pas venir. Viens me voir. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal. En souvenir de notre relation passée, pourrais-tu passer à mon appartement à Elviso juste une minute? J'ai besoin de te donner quelque chose d'important. Je savais parfaitement que c'était une comédie. Une femme aussi méchante et avide que Carmen n'admettrait jamais sa culpabilité si facilement. Cependant, l'appartement à Elviso était l'actif que Ravière avait acheté avec les 300 000 € volés à l'entreprise, et c'était une preuve cruciale dans le procès qu'il préparait. J'ai décidé de jouer le jeu et d'aller dans l'antre du lion pour voir quel piège elle m'avait tendu. Je suis arrivé au complexe résidentiel exclusif. J'ai laissé la voiture dans le garage souterrain et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au 20e étage. Le couloir était recouvert d'un doux tapis rouge. Un parfum coûteux d'assainisseur d'air flottait dans l'air, complètement à l'opposé du hall humide de Salamanca. C'était la vie de luxe que ma belle-mère avait achetée avec mon argent. J'ai sonné à la porte. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Carmen est apparue en peignoir. Soit couleur moutarde et un foulard sur la tête. Appuyée contre le mur, elle feignait une extrême faiblesse. Elle a forcé un gentil sourire et m'a fait entrer. Sophia, tu es venue. Entre. J'ai préparé ton thé au jasmin préféré.
Je suis entré dans le salon et j'ai jeté un coup d'œil autour de moi. L'appartement était luxueusement meublé, avec des meubles en noyer coûteux et un énorme canapé en cuir naturel. Je me suis assise dans un fauteuil séparé, gardant une distance de sécurité. Elle m'a versé une tasse de thé. Elle s'est assise sur le canapé en face et a commencé à essuyer les coins secs de ses yeux. Avec un mouchoir, Carmen a commencé à jouer le rôle de la mère éplorée. Sofia, seulement en moi, j'ai compris tant de choses. Mon Javier est un idiot. Il n'a pas apprécié une bonne épouse comme toi. Je suis vieille maintenant. Je n'ai plus besoin de cet appartement. Je veux le mettre à ton nom. Pour expier d'une manière ou d'une autre ma culpabilité pour ta jeunesse. Ruined, je suis restée silencieuse. J'ai siroté le thé sans goût et j'ai observé attentivement ses expressions. Voyant que je ne réagissais pas, Carmen a changé de tactique. Sa voix a pris un ton suggestif et sirupeux. Mais Sofia, dis-moi la vérité. Es-tu en colère contre Javier? Contre moi. Tu peux nous crier dessus, nous frapper, ce que tu veux. Mais pourquoi as-tu été si cruel envers l'entreprise? Tu as montré tous les registres comptables aux employés. Tu as demandé à ton père de faire pression sur le promoteur pour résilier le contrat de Javier. Tu l'as fait pour faire faillite à l'entreprise et te venger de lui. Oui. Tu es notre famille, c'est pourquoi tu as conçu un plan si cruel pour détruire l'entreprise, n'est-ce pas? Elle parlait inhabituellement fort. Chaque mot était un piège pour me faire admettre une intention malveillante, pour détruire les biens matrimoniaux, le prétexte parfait pour que son avocat retourne l'affaire au procès. Ses yeux ont rapidement jeté un coup d'œil à l'espace entre les coussins du canapé. Un sourire froid a joué sur mes lèvres. Un piège trop maladroit. J'ai lentement posé la tasse sur la table, produisant un bruit sec. Au lieu de répondre à sa question provocante, je me suis levé et je me suis lentement approché du canapé où elle était assise. Carmen a sursauté et s'est recroquevillée. La confusion se reflétait dans ses yeux. Maman demande si j'ai délibérément détruit l'entreprise par vengeance. J'ai souri et j'ai directement plongé la main dans l'espace entre les coussins du canapé où elle venait de regarder. Mes doigts ont attrapé un petit objet métallique dur. Je l'ai sorti. C'était un enregistreur numérique moderne. La lumière rouge clignotait encore, indiquant que l'enregistrement était en cours. Le visage de Carmen a changé instantanément. Du pâle avec une maladie feinte, il est devenu vert de peur. Elle s'était lancée pour m'arracher l'enregistreur, mais j'ai rapidement fait un pas en arrière, tenant la preuve en l'air. Tu es une mauvaise actrice, maman. Tu pensais qu'avec cette scène pitoyable tu me ferais dire quelque chose de dommageable que tu pourrais utiliser plus tard au tribunal. Je ne suis pas assez stupide pour admettre avoir détruit des biens. C'est Javier qui a étranglé sa propre entreprise avec ses mensonges et son incompétence. Je n'ai fait que réclamer ce qui m'appartient. J'ai appuyé sur le bouton d'arrêt et j'ai mis l'enregistreur dans mon sac. Puis j'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert un fichier image et je l'ai montré à Carmen, puisqu'elle aime collecter des preuves. J'ai aussi un cadeau pour toi. Regarde attentivement ces relevés. Carmen a pris le téléphone d'une main tremblante. Ses yeux se sont agrandis devant les rangées de chiffres sur l'écran. C'était un relevé détaillé de son compte bancaire personnel que j'avais demandé à un ami à la banque de vérifier sur la base des documents internes que la comptable Elena m'avait donnés, exposant son crime. Tu m'as constamment blâmé. Tu disais que je vivais à tes crochets, mais en réalité, c'est toi qui, comme une sangsue, as sucé de l'argent de l'entreprise pendant les 3 dernières années. En plus des 300 000 € que Javier a dépensés pour cet appartement, toi, en collusion avec la comptable Elena, tu as créé de fausses reçus de dépenses et transféré 4 000 € mensuellement sur ton compte personnel. Tu l'appelais le « compte B », juste au cas où. Au total, elle a accumulé plus de 120 000 €. Les jambes de Carmen ont cédé et elle s'est effondrée sur le sol, couvrant son visage de ses mains et sanglotant. Ce n'étaient plus des larmes de crocodile, mais la terreur authentique d'une criminelle prise au piège. Elle sait que créer une caisse noire avec des fonds de l'entreprise et falsifier des documents pour détourner de l'argent est un délit pénal. Toi et ton fils vous êtes livrés à la détournement d'actifs et à l'évasion fiscale. Il me suffit de remettre ces preuves, avec l'enregistrement qui confirme ton intention malveillante, à l'unité des crimes économiques et fiscaux. Penses-tu que tu réussiras à éviter la prison? Carmen a rampé et a attrapé ma jambe, levant un visage baigné de larmes et suppliant, « Sofia, je t'en prie. Pardonne-moi, je suis vieille.
Je ne pourrai pas supporter la prison. Cet argent est sur un compte d'épargne. Je n'ai pas dépensé un seul centime. Je rembourserai tout. Demain je mettrai cet appartement à ton nom. Aie pitié de moi. Tante Isabelle, celle qui m'a appris à enregistrer les conversations. Pardonne-moi, ma fille. Je me suis dégagé de ses mains et j'ai brossé mon pantalon avec dégoût. Son avidité l'a aveuglé. Ses excuses ne valent plus rien maintenant. Garde cet appartement et ta caisse noire pour payer les avocats pour toi et ton fils. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la porte sans regarder la femme sanglotant sur le sol. Le piège que j'avais si soigneusement tendu était finalement devenu un nœud coulant autour de son cou et de celui de son fils. Je réglerai tous les comptes avec cette famille devant la loi sans pitié. Le vendredi matin, j'étais au siège d'une grande banque commerciale sur la rue Alcala. Aujourd'hui, je devais finaliser la transaction finale, transférer les 4 millions d'euros en capital principal et les 800 000 euros de profit statutaire du compte temporairement gelé vers le compte de ma nouvelle entreprise d'investissement. La zone de banque privée était calme et respectable. J'étais assise dans un fauteuil confortable, sirotant de l'eau. Devant moi, un employé de banque examinait rapidement tous les documents juridiques. Protocole notarié pour les retraits de capital et ordre de paiement. Tout se passait bien jusqu'à ce que la porte en verre de la pièce s'ouvre brusquement. Ravière a fait irruption. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux injectés de sang à cause des nuits sans sommeil à lutter contre les créanciers. Derrière lui venait un nouvel avocat, plus expérimenté et astucieux que le précédent. Ravière a balayé la pièce du regard, et quand il m'a vu à la fenêtre, il s'est jeté comme une bête enragée. Arrêtez immédiatement ce virement. Je suis le directeur de Progresa Construction, et le mari de cette femme. J'exige que la banque gèle immédiatement cette transaction. Ces 4,8 millions d'euros sont des biens matrimoniaux qui sont en litige. Vous n'avez pas le droit de me laisser les gérer. Ravière a frappé du poing sur le comptoir, criant si fort que l'employé et un autre client ont sursauté. La jeune femme s'est levée rapidement et, maintenant son attitude professionnelle, a expliqué doucement « Excusez-moi, monsieur, mais Doña Sofia est la seule titulaire du compte. Le paquet de documents que vous avez soumis remplit toutes les exigences, y compris les résolutions notariées pour le retrait de capital de votre entreprise. Notre banque agit strictement conformément à la loi et ne peut pas bloquer unilatéralement un compte sans ordre de l'autorité compétente. » Ravière a pointé du doigt l'employé. Son ton était grossier. Elle ne connaît pas les lois. Jusqu'à ce qu'il y ait un décret de divorce, tous les actifs sont considérés comme des biens communs. Elle, en collusion avec la comptable, a falsifié des documents pour prendre de l'argent de mon entreprise. Mon avocat a déjà une demande de mesures conservatoires prête. L'avocat accompagnant Ravière a rapidement sorti une demande avec le sceau du cabinet et l'a tendue à la femme au chômage, essayant de faire pression sur elle. Je suis resté assise calmement, sans montrer la moindre inquiétude. Je me suis retourné et j'ai regardé directement le visage de Ravière. Ravière, tu es tombé si bas que tu crées des scandales sur le marché dans un lieu public. Ouvre les yeux et regarde ces documents. J'ai demandé à l'employé de sortir les 3 documents les plus importants de mon dossier et de les étaler sur le comptoir. Premièrement, le contrat de mariage, qui stipule clairement que les 4 millions d'euros sont mes biens privés acquis avant le mariage. Deuxièmement, le procès-verbal de l'Assemblée des associés de ton entreprise avec ta signature et ton sceau, où tu acceptes le retrait de toutes mes parts et des avantages correspondants. Et troisièmement, le plus important, la notification d'admission au traitement de ma demande de divorce par le tribunal, dans laquelle la séparation de mes biens privés, non sujet à division avec toi, est clairement enregistrée. Je me suis levé, je me suis approché de Ravière, et ma voix est devenue dure, étouffante. Tu dis que ces 4,8 millions sont des biens matrimoniaux? Tu as contribué d'un seul centime à ce capital. As-tu utilisé mon argent pour grossir? Acheter une maison à ta mère, vivre dans le luxe. Et maintenant que l'entreprise se noie dans les dettes, tu veux voler le dernier argent de ma famille pour payer tes factures? Tu n'es pas un homme. Des clients et des agents de sécurité de la banque ont commencé à se rassembler, murmurant. Leur regard méprisant était dirigé vers Ravière. Il s'est figé, faisant un pas en arrière. Son visage brûlait de honte et de colère, mais il ne trouvait pas un seul argument contre mes preuves juridiques en fer. Le bruit dans la zone VIP a attiré l'attention du directeur de l'agence. Un homme d'âge moyen en costume élégant est sorti de son bureau, accompagné de 2 grands gardes.
Il a demandé à tout le monde de maintenir l'ordre et s'est approché pour s'informer de la situation. L'employé a résumé l'affaire pour lui et lui a remis les documents et les 2 patchs. Le directeur a parcouru la demande de l'avocat de Ravière puis l'a adoré. Il l'a comparé à mon paquet de documents notariés. Il ne lui a fallu que quelques minutes pour rendre un verdict. Il a posé les documents sur la table et, avec une expression sérieuse, s'est adressé à Ravière et à son avocat. « Cher monsieur Ravière, votre demande est unilatérale et n'a pas la force légale d'une ordonnance judiciaire pour des mesures conservatoires. D'autre part, les documents présentés par Donia Sofia sont complètement légitimes et sont ratifiés par un notaire public. Notre banque n'a aucune base légale pour refuser ou retarder votre demande de virement de fonds. Je vous demande de ne pas entraver le travail de nos employés. Sinon, je serai obligé d'appeler la police. » L'avocat de Ravière a abandonné et a retiré sa demande inutile. Il a murmuré quelque chose à l'oreille de Ravière, lui conseillant probablement d'abandonner ce combat inutile. Ravière s'est agrippé au bord du comptoir. Ses yeux vides fixaient l'écran de l'ordinateur. Je me suis assise à ma place et j'ai hoché la tête à l'employé pour qu'elle termine la transaction. Il a entendu le cliquetis du clavier et après un appui décisif sur la touche Entrée, l'ordre de paiement a été exécuté. Une petite imprimante à proximité a bourdonné et a émis un reçu vert clair. L'employé l'a scellé et me l'a solennellement remis. Reine Sofia, le virement de 4 800 000 € vers le compte de votre nouvelle entreprise d'investissement a été effectué avec succès. Merci d'utiliser les services de notre banque. J'ai pris le reçu avec un sourire, vérifiant une dernière fois les chiffres exacts. Mon capital initial de 4 millions et les 800 000 € de profits légaux de ces années avaient atterri en toute sécurité sur mon compte. L'opération financière la plus complexe pour sauver mes actifs s'était terminée en victoire. J'ai soigneusement mis le reçu dans mon sac et je l'ai fermé. Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste et je suis passé devant Ravière. À ce moment-là, il semblait qu'il n'avait plus la force de se tenir debout. Il a glissé le long du comptoir et s'est effondré sur le sol en marbre brillant de la banque. Le dernier actif qu'il espérait capturer pour sauver son entreprise s'était évaporé. J'ai baissé les yeux sur lui. Ma voix était froide, sans colère ni pitié. Ravière, le spectacle est terminé. À partir de maintenant, tu es seul responsable de tout. À bientôt au tribunal pour l'audience de divorce et la demande de dommages et intérêts. Sans attendre sa réponse, je me suis dirigé avec confiance vers la sortie. Les portes automatiques se sont ouvertes et j'ai été accueilli par le soleil éclatant de midi de Madrid. Derrière elle se trouvait un mariage sombre et une famille traîtresse. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai levé la tête et je suis allé vers ma voiture, prête pour le nouveau chapitre brillant que j'écrirai moi-même. Un après-midi nuageux d'automne, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. À l'autre bout de la ligne, une voix incertaine mais familière. David, le responsable de chantier de l'entreprise de Ravière, a arrangé une rencontre avec moi dans un salon de thé calme dans une ruelle du quartier Las Letras. J'ai immédiatement compris le but de la rencontre. Quand un navire coule, les marins échoués doivent chercher leur propre salut. En entrant dans le salon de thé, j'ai vu David et 3 autres personnes à une table ronde dans un coin. C'était Bernardo, le responsable de ses ministres. Martha des ressources humaines et un jeune ingénieur nommé Alejandro. Leurs visages, burinés par le travail, étaient assombris par la fatigue et l'anxiété de ceux qui ont perdu leurs moyens de subsistance. En me voyant, les 4 se sont levés. Leur attitude était respectueuse et réservée. Je me suis assise et je les ai invités à faire de même. David a été le premier à parler. Sa voix était profonde et pleine de ressentiment. Depuis que Donia Sofia a retiré son capital, l'entreprise est complètement paralysée. Le directeur, Monsieur Ravière, a mis tous les ouvriers en congé indéterminé, mais n'a pas payé les salaires des 3 derniers mois. Quand nous appelons, il bloque les numéros et nous ne pouvons pas le trouver à la maison. Ma femme au village vient de donner naissance à notre 2e enfant. Nous n'avons même pas d'argent pour les couches. Je suis désespéré. Bernardo, le responsable des fournitures, a frappé du poing sur la table. Il n'a pas seulement payé les salaires. Il nous a forcés à signer de faux certificats d'acceptation pour des matériaux de mauvaise qualité afin de tromper le promoteur. Nous sommes des constructeurs. Notre conscience ne nous permet pas de construire des maisons avec de l'acier volé.
Nous sommes venus aujourd'hui vous demander de nous aider à démasquer cet escroc et à récupérer notre argent durement gagné. Avec effort, j'ai hoché la tête. J'avais promis de ne pas abandonner les gens honnêtes. Mais pour porter cette affaire devant les tribunaux, nous avons besoin de preuves concrètes, pas seulement de paroles. À ce moment-là, le jeune ingénieur Alejandro a sorti une clé USB argentée de sa poche et l'a posée sur la table. Doña Sofia, tout ce sur quoi nous avons travaillé ces derniers jours est sur cette clé USB. Elena, la comptable en chef, craignant de devenir complice, nous a secrètement donné une copie de tous les registres comptables internes. Vous y verrez que le directeur a évadé des impôts de plus de 120 000 € en créant une société écran pour émettre de fausses factures. Alejandro a continué. Son regard déterminé. Il y a aussi des enregistrements audio ici que j'ai secrètement fait quand le directeur m'a ordonné d'ajouter des matériaux pauvres ou de mauvaise qualité au béton. Particulièrement important est l'enregistrement où il corrompt un inspecteur du bâtiment avec 8 000 € pour fermer les yeux sur l'inspection des fondations. J'ai pris la clé USB, sentant le poids de la vérité dans ma main. L'avidité de Javier ne connaissait pas de limite, mais le dernier détail que Martha des ressources humaines a révélé m'a rempli d'un véritable dégoût. Martha a fait une photocopie d'un contrat de location. Reine Sofia, je pense que vous devez savoir cela aussi. C'est le contrat de location d'un petit appartement à Usera. Le locataire et payeur est Monsieur Javier, mais là j'ai vu une stagiaire de notre département nommée Lucia. Chaque mois l'entreprise déduisait les dépenses de fourniture de bureau, mais le directeur allouait de l'argent à Ispravno pour entretenir sa jeune maîtresse. J'ai tout vu, mais j'ai gardé le silence à cause du travail. Maintenant que tout s'est effondré, je crois qu'elle a le droit de connaître toute la vérité sur son mari infidèle. En tenant ce contrat, mon cœur déjà endurci a tremblé. Il s'avère que dans mon dos il ne volait pas seulement l'argent de la famille et détruisait l'entreprise, mais il piétinait aussi effrontément les fondements de notre mariage. La colère est devenue une force invisible qui m'a poussé à porter le coup final. J'ai mis tous les documents et la clé USB dans mon sac et j'ai regardé les 4 personnes qui m'avaient fait confiance. Je vous remercie au nom de la loi et de la justice. Ces pièces à conviction sont le coup final qui mettra fin à tous les crimes de Javier Garcia. Mon entreprise d'investissement commence ses opérations la semaine prochaine. J'invite officiellement David au poste de responsable de la gestion de projet. À toi, Bernardo, à la tête du département des fournitures, à toi, Martha, au département des ressources humaines, et à toi, Alejandro, au poste d'ingénieur en chef. Concernant les salaires impayés, demain je vous donnerai une avance sur mes fonds personnels afin que vous puissiez vous occuper de vos familles. Nous repartirons de zéro ensemble, honnêtement et en toute transparence. En entendant cela, ils n'ont pas pu retenir leurs larmes de joie. Des larmes ont coulé sur les joues burinées de David. Ils se sont levés et se sont inclinés profondément devant moi. Cette alliance n'était pas seulement une lutte pour la justice, mais le pas parfait pour déraciner la mauvaise herbe appelée Javier Garcia. Un samedi matin, un grand forum d'affaires sur l'investissement dans la construction se tenait au luxueux Palais des Congrès. Des centaines d'hommes d'affaires, d'investisseurs et de journalistes s'y étaient réunis à la recherche de nouvelles opportunités. Moi, portant un élégant tailleur blanc et les cheveux attachés en un chignon haut, je suis entré dans la salle avec confiance en tant que directrice d'une nouvelle entreprise d'investissement. Mon siège était au 2e rang, juste devant la scène. Le forum a commencé à exactement 9 heures. Après plusieurs discours d'ouverture, le présentateur a annoncé le début des présentations des entreprises en quête d'investisseurs et le premier nom qui est sorti de la scène m'a fait sourire froidement. Nous invitons Monsieur Javier Garcia, directeur de l'entreprise Progresa Construction, sur scène. Javier est monté sur scène avec une confiance incroyable, complètement différent de la personne pathétique à la banque. Il portait un costume coûteux, ses cheveux étaient coiffés au gel. En le regardant, personne n'aurait pensé que derrière lui se trouvait une entreprise vide, en faillite, noyée dans les dettes. Il jouait sa dernière partie de poker, essayant avec son éloquence et ses faux rapports de tromper les investisseurs afin de lever des fonds et de s'enfuir. Sur l'écran énorme derrière lui, des graphiques montraient une croissance vertigineuse des revenus et des chiffres de profit stratosphériques. La voix de Javier sonnait convaincante. Chers investisseurs, notre entreprise avec 5 ans d'expérience est fière d'être un leader dans le domaine de la construction de qualité. Notre prochain projet est un logement social haut de gamme. Nous recherchons un capital de 50 millions d'euros avec un rendement garanti jusqu'à 25% par an. Les murmures ont commencé dans la salle.
plusieurs grands investisseurs de premier plan ont montré un intérêt clair. L'un d'eux, le président d'un fonds d'investissement, a levé la main. Monsieur Garcia, votre projet est très prometteur. Oui, vous pouvez prouver que les flux de trésorerie de votre entreprise sont absolument propres et n'ont aucune dette en souffrance. Notre fonds est prêt à investir 30 millions la semaine prochaine. En entendant le chiffre de 30 millions, les yeux de Javier se sont illuminés. Il s'est penché précipitamment. Cher M. le Président, nos rapports financiers audités sont absolument transparents. Nous n'avons pas une seule dette en retard ni de retard de salaire. Notre entreprise fonctionne sur la base de la réputation et d'un bon nom. Bon nom. En entendant ces mots, j'ai failli vomir. Il était temps de mettre fin à ce spectacle. Avant que le président du fonds ne puisse signer le protocole d'accord, je me suis levé résolument de mon siège. Le claquement de mes talons a résonné clairement dans le silence tandis que je me dirigeais vers la table de contrôle. Technicien, dans un coin de la scène. Mon mouvement a attiré l'attention de centaines de personnes. Javier s'est figé en me voyant. Il a essayé de détourner l'attention. S'il vous plaît, tout le monde regarde l'écran. Nous allons ensuite présenter nos partenaires, mais il était déjà trop tard. Je me suis approché du technicien son et, avec une autorité impossible à refuser, j'ai posé la clé USB argentée sur la table. Veuillez insérer cette clé USB dans votre ordinateur et changer la source d'image. Il y a une vérité sur le bon nom de ce monsieur que les centaines d'investisseurs présents ici doivent voir tout de suite. Le technicien a hésité un moment, mais la curiosité et l'atmosphère tendue l'ont fait obéir. La clé USB a été insérée, quelques clics de souris et l'image sur l'écran géant a changé. Les faux graphiques de profit ont disparu et à leur place, devant les yeux de centaines d'invités, est apparue une feuille Excel intitulée « Caisse B, dette de salaire ». Les chiffres en rouge montraient clairement la dette de 3 mois. Avec tout l'équipage de construction présent, la salle a éclaté de surprise. Le président du fonds, qui venait de décider d'investir, a lancé un regard furieux à son assistant. Javier, sur scène, avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Il a laissé tomber la télécommande et s'est élancé vers la table technique. « Sofia, que fais-tu » ? Éteins ça immédiatement. « Sécurité, sortez-la d'ici. » Il criait hors de contrôle, mais la sécurité l'a maîtrisé. Heureux dommage. J'ai pris un micro de secours et, me tournant vers la salle, j'ai dit fort par-dessus le bruit. Je m'excuse pour cette interruption. Je suis Sofia, ancienne associée avec 70% du capital social de Progresa Construction et aussi l'épouse en cours de divorce du directeur Javier Garcia. Ce que vous venez de voir n'est qu'une petite partie de la vérité. Veuillez regarder à nouveau l'écran. J'ai changé le fichier. Cette fois, c'étaient des documents prouvant l'utilisation de matériaux de mauvaise qualité et de fausses factures pour échapper à des impôts de plus de 120 000 €. Immédiatement après, j'ai joué l'enregistrement audio et la voix claire de Javier a résonné dans la salle. Ajoute plus de sable à ce lot de béton et prends cette enveloppe avec 8 000 € directement à l'inspecteur. Dis-lui de signer le formulaire d'acceptation. Personne ne va creuser les fondations pour vérifier. Quand l'enregistrement s'est terminé, tout le glamour et la fausseté de Javier ont volé en éclats. Les investisseurs qui venaient d'applaudir se sont levés et sont partis les uns après les autres. Les journalistes, saisissant le scoop, continuaient à filmer avec leur caméra le visage pathétique de Javier. Javier était brisé. Il est tombé à genoux sur la scène, couvrant sa tête de ses mains. Sa carrière, construite avec mon argent et des mensonges, a été enterrée sous des centaines de regards méprisants. Je suis monté sur l'avant-scène, j'ai regardé de haut cet homme, et j'ai aperçu dans le micro les derniers mots destinés à lui et à toute la communauté des affaires. Monsieur Garcia, tous ces documents concernant l'évasion fiscale, la corruption et le non-respect des réglementations de construction ont déjà été officiellement remis par moi à l'unité des crimes économiques et fiscaux. Arrêtez d'essayer de tromper d'autres investisseurs. Il vaut mieux économiser votre énergie pour faire une déclaration. J'ai posé le micro et je suis parti fièrement tandis que la foule s'écartait autour de moi. Passé. J'ai laissé derrière moi les ruines que Javier avait créées de ses propres mains et j'ai brillamment achevé le nettoyage de ma vie et du monde des affaires des parasites vénéneux. Un mois après l'incident choquant au forum d'affaires, je suis entré dans la salle d'audience pour la première audience de divorce. L'atmosphère était stricte et froide. J'étais assise au banc des plaignants à côté de l'avocat Marcos. En face, courbé, se tenait Javier,
émacié et méconnaissable. Son arrogance avait été remplacée par la peur de la loi. Malgré le fait que l'entreprise était en faillite et qu'il était lui-même sous enquête pour évasion fiscale et corruption, Javier restait fixé sur son avidité. Quand le juge a parlé du partage des biens, Javier s'est soudain levé et a déclaré effrontément « Votre honneur, j'accepte le divorce, mais j'exige que Madame Sofia me paie 100 000 € en compensation pour la détresse émotionnelle et les années perdues. J'ai passé 5 ans à construire cette famille, et elle m'a abandonné au moment le plus difficile, me laissant sans rien. J'ai besoin de cet argent pour recommencer. » Un murmure s'est élevé dans la salle d'audience, un homme qui avait vécu au crochet de sa femme et l'avait trahi, exigeant une compensation. L'avocat Marcos a souri et s'est levé. « Votre honneur, la demande du défendeur est complètement infondée et une tentative de chantage. Non seulement nous rejetons cette demande, mais nous déposons également une demande reconventionnelle exigeant que M. Garcia soit condamné à payer 120 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa violation des devoirs conjugaux. » Je me suis levé et j'ai personnellement remis au juge un épais dossier de documents. « Votre honneur, voici le contrat de location de l'appartement que M. Garcia a loué avec l'argent familial pour sa maîtresse, la stagiaire Lucia. Il y a aussi des relevés de transfert d'argent vers elle et des photos des deux ensemble. Selon le Code civil, la partie responsable de la dissolution du mariage perd le droit de participer aux biens matrimoniaux. M. Garcia n'était pas seulement infidèle, mais il a aussi détourné 300 000 € pour acheter un appartement à sa mère sans ma connaissance. » Avec émotion, je me suis tourné vers Javier, le coinçant. « Javier, si tu insistes sur tes 100 000 €, j'exigerai que le tribunal inclue l'appartement de ta mère à El Viso dans l'inventaire des biens matrimoniaux, le saisisse et le vende pour régler ma demande. Alors ta mère se retrouvera sans abri. Choisis, soit tu signes l'accord en silence, renonce à toutes les revendications et pars sans rien, soit je prends la dernière chose que ta famille possède encore. » En entendant que la maison de sa mère était en danger, Javier a été horrifié. Il savait que j'avais des preuves irréfutables. Ses jambes se sont affaiblies, sa chemise, son visage était trempé de sueur. D'une main tremblante, il a pris le stylo et a silencieusement signé l'accord de divorce, renonçant volontairement à toutes les revendications financières. Le juge a frappé son marteau, concluant la session. Le décret de divorce est entré en vigueur immédiatement. J'ai rassemblé mes papiers et je suis sorti du palais de justice, respirant l'air de la liberté. Je m'étais enfin complètement débarrassé de la saleté du passé, sans permettre à un homme vil de prendre un seul centime de ce qui m'appartenait de droit. 2 mois plus tard, Madrid était baignée d'une lumière dorée unique. Dans le hall d'un prestigieux centre d'affaires sur la Castellana, la grande cérémonie d'ouverture de ma nouvelle entreprise, Inversión y Desarrollo Urbano S.A., avait lieu. J'occupais le poste de présidente du conseil d'administration. Luxueux bouquet de fleurs, des dizaines de partenaires, l'élite du secteur de la construction. Ils étaient tous venus me féliciter. À mes côtés se trouvaient David, Bernardo, Marta et Alejandro, mes compagnons loyaux, qui avaient traversé la tempête avec moi. Juste avant la coupure du ruban, il y a eu un incident à l'entrée. 2 silhouettes échevelées et hagardes essayaient de se frayer un chemin à travers la sécurité. C'étaient Carmen et Javier. Javier était en liberté provisoire en attendant son procès, mais d'une manière ou d'une autre ils étaient arrivés ici. Carmen, échevelée, sans son ancienne arrogance, s'est agenouillée à l'entrée en me voyant. « Sofia, je t'en supplie, sauve Javier. Ils vont le mettre en prison. Le tribunal exige qu'il paie à l'État 200 000 € de dommages et intérêts. Seulement alors il peut espérer une peine moindre. Nous avons dû vendre l'appartement à El Viso pour payer les créanciers, mais l'argent n'est pas suffisant. Aie pitié de lui. Retire-le. Dépose une plainte. Tu es si riche. Jette-nous un ami. Donne-nous une chance de survivre. » Javier a aussi rampé. « Sofia, je sais que je mérite de mourir, mais s'il te plaît souviens-toi des 50 années que nous avons passées ensemble. Sauve-moi une dernière fois. Je promets que je disparaîtrai de ta vie pour toujours. » Tous les invités la regardaient. Tragicomédie. J'ai pris le micro et je suis lentement descendu de quelques marches. En regardant ces 2 personnes qui m'avaient autrefois humilié ensemble, je n'ai ressenti aucune haine, seulement de la pitié pour eux. Ayant semé le vent, ils récoltaient la tempête. J'ai parlé fort dans le micro pour que tout le monde puisse entendre. « Carmen, Javier, vous vous trompez. La loi n'est pas quelque chose que l'on peut acheter ou négocier avec des larmes de crocodile.
Les crimes que Ravière a commis sont le résultat de sa propre avidité et de votre permissivité. La prison est le juste prix pour le prix de la tromperie et de l'immoralité. Nos comptes ont été réglés le jour où le marteau du juge est tombé. N'essayez pas de gagner ma pitié avec votre faux amour. Je me suis tourné vers la sécurité. Veuillez escorter les invités non invités hors des lieux. Nous ne pouvons pas permettre à des criminels de profaner notre célébration. Les gardes ont rapidement pris Ravière et Carmen par les bras et les ont conduits dehors dans la rue. Leurs cris et leurs supplications se sont dissous dans le bruit de la circulation. C'était le châtiment le plus juste pour des civils ingrats. Je suis retourné sur scène, j'ai pris les ciseaux dorés, avec mes partenaires et mes compagnons loyaux, j'ai coupé le ruban rouge. Un canon à confetti a explosé. Des applaudissements tonitruants ont éclaté. J'ai souri fièrement, regardant l'enseigne brillante portant le nom de mon entreprise. Le sombre passé, rempli d'humiliation, s'était terminé, laissant place à une femme forte et indépendante qui marchait avec confiance sur son propre chemin lumineux. Chers lecteurs, alors que nous concluons ce voyage tumultueux aux côtés de Sophia, chacun de nous ressent probablement des émotions mitigées. Cette histoire nous enseigne que le sacrifice dans le mariage n'a de sens que lorsqu'il est valorisé. La leçon principale est la valeur de l'indépendance. Une femme, même celle qui aime énormément son mari et sa famille, doit maintenir sa force d'esprit, son indépendance financière et ses connaissances juridiques afin de ne pas être piétinée quand la tempête éclate. De plus, la loi du karma dans cette vie est toujours juste. Ceux qui utilisent des ruses viles, trompent et trahissent ceux qui les ont aidés récolteront finalement des fruits amers. Perdre tout. Réputation, entreprise. La vie est belle et ne vaut pas la peine de se perdre pour ceux qui ne le méritent pas. Parce que quand on laisse courageusement le sombre passer, l'aube la plus brillante nous attend.